continuer sur l'idée d'autonomie et d'hétéronomie, effectivement, je pense qu'il faut aussi, on en parlait un peu pendant le repas, mais bien comprendre l'idée d'incertitude, parce que quand Roland Gori parle par exemple de l'implémentation de logiciels et d'intelligence artificielle à l'hôpital, qu'est-ce qu'on veut faire finalement, sinon supprimer tout type d'incertitude dans le soin. Et on se méprend énormément en voulant faire ça, puisque finalement on substitue une incertitude technique à une incertitude humaine. Alors l'incertitude technique, c'est les biais dans les algorithmes qui reproduisent sans cesse les mêmes erreurs. Ça va être les mauvaises interprétations d'un algorithme, comme par exemple ce fameux algorithme qui, en test, disait qu'un patient qui a le diabète pouvait sortir plus vite de l'hôpital qu'un patient qui ne l'a pas, avec moins de soins. Parce que finalement, lui, il avait compris que quand on avait le diabète, on sortait de l'hôpital en meilleure santé, mais tout simplement parce qu'en fait, les équipes soignantes sont plus attentives. Et ça, l'algorithme, il ne peut pas le comprendre quand il est dans une logique d'apprentissage artificiel. Donc, on préfère finalement substituer ces incertitudes techniques à l'incertitude humaine, alors que c'est bien dans l'incertitude humaine que peut se nicher cette logique de soin, justement. C'est parce qu'on n'est pas des machines, parce qu'on n'est pas automatisé, c'est parce qu'on est fragile, qu'on peut être aussi attentif à la fragilité de celui qui est en face de nous. Et je pense que cette idée comme ça de suppression de l'incertitude, de robotisation, d'automatisation est très négative pour cette raison-là. Alors après, si on prend effectivement la convivialité avec Illich, comment est-ce qu'on peut cultiver le fait de se soigner les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut garder une certaine autonomie par rapport à l'outil? C'est toute la question, parce que cette intelligence artificielle dont on parlait, c'est vrai qu'elle est très utile. Elle permet de diagnostiquer de manière plus rapide et plus efficace un certain nombre de maladies. Sauf que comment est-ce qu'on va faire en sorte de rester maître de cet outil? Est-ce qu'on doit recevoir un outil qui soit open source, qu'on puisse modifier, que chaque hôpital puisse faire un débat autour de l'outil qui va être implémenté dans son hôpital, le modifier avant de le mettre en place dans son hôpital, pouvoir le modifier en continu, faire en sorte que cet outil-là, par exemple, ne soit pas obsolescent, qu'on ne dépende pas d'une entreprise privée du type des GAFA pour ensuite être esclave d'un forfait ou esclave d'un renouvellement automatique. Comment est-ce qu'on lance des grands projets financés par l'État, financés par les universités, les chercheurs, pour lancer une intelligence artificielle qui soit ouverte et conviviale? Ça, c'est toute la question de l'autonomie aussi par rapport à l'outil, qui doit être vraiment posée aujourd'hui. Et voilà, je vois passer à moi Françoise Caisse-Drapeau, qui est spécialiste de Platon. Il y a cette idée chez Platon de la médecine de l'esclave et de la médecine de l'homme libre. Alors la médecine de l'esclave, si je ne me trompe pas, c'est bien la médecine du corps, on va soigner uniquement le corps. C'est une médecine un peu, finalement, on va dire, automatique, technique. Alors que la médecine qui s'adresse à l'homme libre, chez Platon, c'est une médecine qui va se situer dans le dialogue, c'est-à-dire toujours chercher avec le malade quelles sont les causes. Dans quel texte? Eh bien, c'est dans plusieurs textes. Je crois que c'est dans Gorgias, si je ne me trompe pas, et dans les lois. Dans les lois. Mais surtout par rapport à ce que vous disiez, vous, quand vous avez commencé votre intervention, vous avez parlé de l'hubris, et vous avez terminé par l'idée de mesure. Et moi, je trouve que c'est quand même l'ensemble du débat. Il y a un côté plus aristotélicien, trouver la limite, trouver la mesure, et puis surtout le lien entre l'éthique et la politique, qui pose la question aussi de l'autonomie. Mais tout ça, c'est complètement en désordre. Et bon, vraiment, c'était tout à fait stimulant de vous entendre parler de... Je suis d'accord. À mon avis, le convivialisme était artistique. C'est pas absolument. Non, effectivement, c'est la question du seuil qui est posée. Voilà. Et pour l'autonomie, quel est le seuil à mettre à l'autonomie, puisque la définition, c'est tellement beau, l'autonomie du patient, nécessairement, on dit que c'est parfait. Et puis quand on commence à en voir les limites, eh ben c'est comme tout, c'est très bien, mais c'est une question de dosage, c'est une question de posologie. Et il y a un moment où le remède, il devient poison. Et effectivement, on peut quand même très bien montrer qu'il fallait revenir à un petit peu d'hétéronomie, même si on n'était pas totalement prédisposé à ça. Mais en effet, je crois que c'est une question qui se pose. Et la convivialité et le convivialisme, ça doit
aussi tourner autour d'une remise en cause de l'autonomie si belle. Sébastien, tu n'as pas terminé ce que tu voulais dire. En fait, Voilà, non, mais on se répondait, hein, c'est tout. Non, c'est moi qui ai lancé. Pour rebondir par rapport à ce que tu dis justement, je pense qu'on peut vraiment élargir la question sur l'autonomie, la liberté, l'hétéronomie, les limites, toutes ces questions-là, parce que je pense que c'est un des débats centraux aujourd'hui dans le débat public, et même international, hein, avec tous les conservateurs qui arrivent au pouvoir, vraiment la réaction qui est à l'œuvre. Et alors, quelle place on laisse à la liberté alors qu'on a des limites qui commencent à être, entre guillemets, objectives, qui s'opposent à nous, c'est-à-dire le réchauffement climatique, des actions nécessaires pour protéger la biodiversité, pour réduire les pesticides. Voilà. Et comment est-ce que dans notre argumentaire, on peut à la fois placer des limites, des contraintes, tout en conservant cette part nécessaire de liberté qui a été conquise et qui doit... voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce retour justement aux limites risque de nuire aussi aux libertés qui ont été conquises, et je pense que c'est vraiment la question principale là qu'on vit aujourd'hui, cette question du seuil. Moi, je suis très content parce qu'effectivement, pour moi, c'est la question centrale du convivialisme. Florent et puis Bernard. Oui, moi je... François, c'est moi la parole aussi. Oui. Ah, François, si tu veux, je te... Non, vas-y, Florent. Non, moi, alors, Bernard. Je pensais à la distinction qu'opère Kant entre l'autonomie et l'indépendance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Et je pense que plus qu'un clivage entre autonomie et hétéronomie, je pense qu'il faudrait plutôt poser la balance entre autonomie et dépendance. On a commencé par là, d'ailleurs, Alain, tu le rappelais dans la présentation du convivialisme, assumer l'interdépendance. Et au fond, il faudrait dire que les individus doivent être autonomes, mais assumer aussi le fait qu'ils sont interdépendants. Ce qui nécessairement pose des limites, effectivement, à l'action humaine. Alors ça, à mon sens, j'articulerai ça à un deuxième point, à partir du concept de petite éthique défini par Marc Ognadi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance les individus sont sans cesse dans la revendication de leurs droits individuels, mais au fond, ils confondent les moyens et les fins. C'est-à-dire que ces droits individuels, on les revendique, mais pour ne pas en faire usage. Parce qu'à partir du moment où on doit faire usage des droits individuels, c'est-à-dire en fait prendre part à la politique, prendre part à l'espace, à l'agora, alors on doit accepter que forcément son action soit limitée. Il doit y avoir une espèce de compromis qui s'établit nécessairement dans l'action politique, dans l'action commune, dans l'action publique. Et finalement, aujourd'hui, on a des individus qui se veulent au fond tout puissants, qui revendiquent leurs droits individuels, mais qui n'en font pas usage. C'est ça le paradoxe, en fait. On n'a jamais autant revendiqué les droits individuels qu'à une époque où les citoyens sont complètement dépolitisés. Mais pour moi, en fait, il y a un lien entre les deux, en fait. C'est que prendre part à l'action politique, c'est nécessairement accepter que ses droits, sa puissance, son pouvoir d'action entrent en balance et en compromis avec celui des autres. Et donc prendre en compte des mouvements, des désirs opposés, assumer des débats, justement, qui ne soient pas seulement l'expression d'opinions solitaires qui se juxtaposent, mais qui doivent essayer de prendre en compte aussi la pensée de l'autre et en faire quelque chose à soi. C'est de la dialectique, au fond. Voilà. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire quand tu dis que les gens revendiquent des droits dont ils ne font pas l'usage. D'une certaine façon, oui, c'est-à-dire qu'on est très attaché aujourd'hui à la revendication des droits individuels, de la liberté d'expression, etc. Et finalement, on s'aperçoit que les citoyens ne vont pas voter, alors s'expriment, mais dans des cadres qui sont finalement assez solitaires. C'est la fameuse expression dans les plateformes, sur les forums, les réseaux sociaux, etc. Où, au fond, chacun pose lance son truc, et puis finalement, après, Alors on a une accumulation de paroles solitaires, et au fond, pas de véritable confrontation. Un événement comme celui qu'on organise ce soir, justement, c'est intéressant, parce que là, on essaye d'élaborer aussi une pensée commune, ce qui veut dire, prendre des risques, accepter accepter les assertions. Oui, tout à fait. Alors, j'ai mal fait mon boulot, je n'ai pas noté.